Donc moi, je n'ai pas été enquêté à l'intérieur de Doux, je n'ai pas été rencontrer des salariés de Doux, et puis mon but, c'est pas de taper sur Doux, je m'en fiche. Je m'inspirais juste voilà, de cette situation, c'est-à-dire une casse sociale colossale, reliée à la question aussi d'équilibre nord-sud, c'est-à-dire pas simplement un petit territoire que je regarderais comme ça avec une loupe et qui serait coupé du reste du monde, mais au contraire une question de misère et de détresse reliée par plein de fils à plein d'autres situations partout dans le monde. Donc ça m'intéressait de mettre tout ça en permanence en va-et-vient et en rapport. C'est un élément important en effet dans votre roman, c'est le dialogue continu entre le local et le global, entre ce tout petit lieu qu'est cette usine, cet abattoir, et toutes les résonances à l'échelle planétaire de la production économique. Mais cela étant, au sein du reste de cette remarque, pour revenir sur ce que vous venez de dire, se pose quand même en arrière-plan de votre critique de cet argent qui a été empoché pendant 5 ans et qui n'a pas permis d'avoir une transition, alors que cet argent normalement était dédié et dévolu à cette transition. Ça pose quand même la question en arrière-fond de la gouvernance, des formes de gouvernance du capital et notamment de l'actionnariat qui pose problème, parce que si pendant 5 ans cet argent n'a pas été utilisé dans un objectif donné, c'est qui ne l'a pas utilisé à cette fin? Là, en ce moment, je vais beaucoup en Creuse, à la souterraine, rencontrer les salariés de l'entreprise GMS. Et ben, l'argent du CICE qui a été reversé à cette entreprise, c'est 700 000 euros. Et ben, qu'est-ce que la direction de l'entreprise a fait de ces 700 000 euros? Elle s'en est servie pour payer les salaires. Mais c'était absolument pas la destination de cet argent-là. Normalement, c'était pour favoriser des investissements de manière à ce que l'entreprise arrive à s'adapter en permanence. Et donc ça veut dire qu'ensuite, ce qui était produit par l'usine disparaissait des comptes. Donc cette question-là de la gouvernance, elle est évidemment en plein de formes, et les raisons d'être en colère, elles sont multiples, elles sont infinies, et ça m'intéressait effectivement que ce soit aussi à l'horizon du livre, même si ça n'est pas un réquisitoire, c'est un roman, pourtant, je veux dire, je passe mon temps à le rappeler. C'est un roman, donc ce que j'ai voulu faire, c'est une œuvre littéraire. Si j'avais voulu faire un discours pour charger les patrons de voyous, j'aurais fait autre chose. Mais c'est vrai que c'est à l'horizon du livre, oui, bien sûr. C'est d'autant plus vrai que ce n'est pas réquisitoire, c'est que vous faites montre d'une grande bienveillance à l'égard des points de vue de chacun. Donc on sent qu'on n'est pas précisément, on est dans un roman engagé, on n'est pas dans un roman à thèse, qui aurait pour but, au final, de convaincre le lecteur qu'il faut penser comme ceci ou comme cela. Ah non, surtout pas, parce que moi, toujours dans ma façon d'écrire, je pars toujours du principe que je l'écris avec les lecteurs, le livre. C'est-à-dire que je n'ai pas à délivrer des pseudo-vérités, j'ai pas à asséner les choses, c'est des choses qui se construisent avec le lecteur. Et donc, résultat, moi, le travail que j'ai à faire, c'est d'essayer d'être le plus... à la fois le plus fin et le plus subtil possible, dans ce qui m'est possible. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tout d'un coup, les choses seront en permanence ouvertes, c'est-à-dire ouvertes pour qu'elles puissent changer. C'est-à-dire ne jamais enfermer un personnage dans une caricature, toujours montrer qu'on est fait de choses complexes, et de raisonnements et d'humeur complexes, et que par là, chaque personnage a la possibilité de s'échapper. Donc là, pour moi, qu'est-ce qui était le plus important dans ce projet d'écriture? C'était de surtout pas prendre un patron, et de surtout pas prendre un homme politique de droite. Parce que sinon, dans ce cas-là, j'aurais eu une structure ultra manichéenne. Et caricaturale. Et voilà, et donc les ouvriers seraient devenus les pauvres victimes, et puis le patron serait devenu l'horrible salaud. Donc je voulais à tout prix, c'était pour moi très très important que ce soit un homme politique, d'abord qui n'aurait pas fait l'ENA, ce ne serait pas un politique de profession, mais bien quelqu'un qui viendrait de la société civile, et quelqu'un qui serait sincèrement de gauche. Tellement sincère dans son engagement, dans ses convictions, qu'elle finirait aux yeux des ouvriers par devenir suspecte. C'est-à-dire plus il devient radical au fil du livre, plus les autres se méfient de lui en disant mais en fait il veut nous envoyer dans le mur, c'est-à-dire il veut discréditer complètement. Puisqu'il nous propose des choses si radicales que ça, il veut nous envoyer dans le mur. Et en fait non, pas du tout, il veut absolument pas les envoyer dans le mur, il veut au contraire les pousser à se révolter vraiment jusqu'au bout. Et donc la sincérité de l'engagement de cet homme tout d'un coup vrille et travaille à contre-temps avec la sincérité de la colère des salariés. Et pour moi, ça, c'est la définition d'une tragédie. C'est-à-dire qu'on est d'accord, mais on ne se comprend pas. Et on va, au lieu de travailler ensemble, on va tout d'un coup travailler à contresens.
c'est en effet le ressort dramatique de votre roman. C'est en effet d'un côté la sincérité et de l'autre finalement la difficulté de communication non seulement entre individus mais entre perception du politique par chaque individu, quand bien même certains ont beaucoup plus en commun qu'ils ne le pensent, mais dans le feu de l'action, ce qui normalement aurait dû les rapprocher va produire quasiment l'exact contraire. Tous les moments de lutte sont des moments compliqués précisément pour cette raison-là, c'est-à-dire que les grands moments dramatiques qu'on peut être amené à vivre, tout d'un coup, portent quelque chose à ébullition en nous, et le problème, c'est de rester un peu lucide dans ces conditions-là. Et là, je vois par exemple sur les réseaux sociaux en ce moment, là, depuis 10 jours, sur la question des agressions sexuelles, etc., et toutes les femmes qui parlent pour témoigner, etc., il y a une violence qui s'exprime, pas dans ce qu'elles décrivent, mais justement dans la façon qu'ont les gens de dialoguer entre eux. C'est épouvantable en ce moment sur Facebook. Mais vraiment, c'est épouvantable. Tout le monde s'insulte, mais y compris des femmes qui viennent de dire la même chose. Et en fait, non, elles trouvent le moyen en 3-4 temps de réponse de s'insulter. Donc ça, c'est des moments qui sont très durs parce qu'en fait, au lieu de créer une sorte de communauté de destin, de se dire, tiens, en ce moment, on est tous témoins de la même chose. Et donc, on va essayer de bricoler à partir de ça. Au contraire, ça crée du dissensus et de l'affrontement. Moi, un des sujets de mon roman, c'était de dire je veux décrire un collectif au moment où il se forme, au moment où il apparaît. C'est-à-dire le reste du temps, ces salariés dans l'usine, ils sont pris dans la pyramide hiérarchique. Et la pyramide hiérarchique, elle a pour principe d'isoler tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est un petit pion à l'intérieur de ça. Du moment où on dit, tiens, on arrête la chaîne, et en fait, on va se mettre à réfléchir ensemble à ce qu'on veut pour nos vies, etc., tout d'un coup, c'est un collectif. C'est-à-dire, alors on enlève, alors toi, t'es plus cadre, moi, je suis plus ouvrier, on parle tous en même temps, etc. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était décrire le moment où tout d'un coup, il y a un collectif qui apparaît, et peut-être aussi, parce que c'est jamais simple, un collectif, c'est très fragile, peut-être aussi le moment où ensuite, sous le coup des pressions qui s'exercent de l'extérieur, le gouvernement, les CRS, les médias, comment ce collectif s'effrite jusqu'à imploser. Oui, et d'ailleurs, dans ce cadre-là, une force aussi de votre roman, contrairement à d'autres romans, je dis bien des romans ou voire des récits qui narrent des moments de lutte sociale comme ça, c'est que vous permettez, à raison du reste, de convoquer la psychologie. C'est-à-dire qu'on a régulièrement et d'importantes didascalies où on est placé dans l'esprit d'un des personnages et on l'entend se parler à elle-même. Or, je pense pouvoir dire que d'une manière générale, dans le marxisme, la psychologie n'a pas toujours été bien perçue et plutôt regardée comme une science bourgeoise susceptible d'endiguer le matérialisme et la dialectique des idées. Or, vous, bien au contraire, vous ancrez ce moment d'insurrection dans un lieu donné, avec des personnages faits de sang et de chair, mais aussi précisément de psychologie, et en montrant bien que, évidemment, c'est la lutte habituelle de forces de l'ordre, gouvernement, salariés, donc les rapports de force classiques, mais vous juxtaposez, ou plutôt vous conjuguez, toute une dimension psychologique qui vient incarner beaucoup plus fortement ce travail-là. Et ça, je pense que c'est une singularité et une force de votre roman. Et si vous le faites, c'est peut-être parce que, si on pense à l'histoire syndicale dans votre roman, on remarque tout de suite qu'un des personnages quand même qui a une description les moins gentil, disons, reste quand même le syndicaliste Gérard, donc représentant genre CGTFO, qui, on sent, est dans des mécanismes de pensée standardisés, appris, répétés, et qui s'opposerait, comment peut-on dire, à une sorte de spontanéisme, de retour à une vivacité, à une énergie, à un désir qu'on peut avoir, par exemple, dans la génération Nuit debout. Et je citerai quand même le 32 mars, qui est un peu le livre de la génération Nuit debout, auquel vous rendez hommage à la fin de votre ouvrage, qui dit « Il faut se rassembler pour aller ensemble vers un but commun,
pour dénoncer encore et toujours les rouages d'un système qui n'en finit plus de nous oppresser et proposer des alternatives. Car debout, nous serons la tempête qui souffle sur le monde, debout, nous serons indétrônables. Donc j'en arrive à une question vraiment de fond, là, en termes de perception politique. Pour vous, qu'est-ce qui différencie, dirais-je, l'ancienne garde syndicalo-révolutionnaire de tout ce qui émerge avec les indignés, Nuit debout, c'est-à-dire des nouvelles formes de désir de changer le monde? Avant de vous répondre sur ce terrain-là, je vais revenir au début de la question vous dites, voilà, il y a de la psychologie en plus de la politique. Là, on est dans un lieu qui est très très ouvert, il y a du passage autour, donc c'est difficile pour tout le monde, je crois, de se concentrer. Mais ça, voilà, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'est jamais, par exemple, on se dit pas, tiens, je vais à une rencontre littéraire et pendant 1 heure, je vais parler et réfléchir qu'à la littérature. Non, à un moment, il y a quelqu'un qui se dit, tiens, il a un nom plus long que les autres, à un moment, il y a quelqu'un qui se dit, tiens, j'ai vu passer la voisine, à un moment, il y a quelqu'un qui pense à son repas de ce soir. On est tout le temps comme ça. C'est pas vrai qu'il y a des sphères, c'est pas vrai que la politique, tout d'un coup, c'est une sphère de pureté, voilà. C'est-à-dire que des fois, dans une manif, on aperçoit quelqu'un qu'on a envie de draguer, puis à d'autres moments, on passe 1 heure à faire que des blagues avec quelqu'un d'autre, etc. Mais c'est tout ça, justement, la politique, en fait. Par exemple, quelqu'un qui dirait « Ah, arrête de faire des blagues, ça va, c'est pas sérieux et tout ». Mais bien sûr que oui, c'est-à-dire, pourquoi faire des blagues? Faire des blagues, c'est tout d'un coup, ça veut dire que je me sens bien avec quelqu'un que je connais pas, hein, mais on marche ensemble et tout d'un coup, on fait des blagues. Donc je me sens bien avec ce quelqu'un, et donc si je me sens bien avec lui, j'ai quelque chose à fabriquer avec lui. Donc en fait, le début de la politique, c'est ça, c'est déjà, je me sens bien avec quelqu'un, et je me sens bien avec un groupe, et je me sens bien dans un cortège, et je me sens bien dans une association, j'ai envie de fabriquer avec ces gens-là. Donc pour moi, le vouloir que les affects, le désir, les humeurs, l'humour, tout ça, ça reste en dehors de la politique, pour moi c'est une hérésie, quoi. Donc je voulais montrer qu'on peut à la fois fabriquer un moment de très grande tension, de révolte, mais qu'à l'intérieur même de ce moment s'exprime aussi quantité de choses. Le désir amoureux, le désir sexuel, etc. Et que ça n'est pas une perturbation, c'est au contraire, c'est ce qui vient nourrir le truc. C'est-à-dire que si j'éprouve du désir pour les autres, avec qui je suis en train de faire quelque chose, et ben on va aller loin. Si par contre leur corps m'est complètement indifférent, si leurs pensées me sont complètement indifférentes hors des pensées politiques, il ne va rien se passer du tout, quoi. On n'est pas dans un club de discussion. C'est pour ça que pour moi, dans le roman, dans l'écriture du roman, un des points qui m'importait le plus, c'était de décrire ce que ça fait à des gens qui sont habitués à se côtoyer avec des blouses, avec des produits détergents sur les mains, avec des charlottes aux pieds, sur la tête, etc. Qu'est-ce que ça leur fait de tout d'un coup côtoyer pendant 1 semaine leurs collègues qui n'ont plus cet uniforme-là? De réaliser que tel collègue, en fait, elle a des longs cheveux magnifiques, que tel autre, en fait, il sent la sueur de manière vraiment très très forte. Et jusqu'à présent, je m'entendais très bien avec lui, mais là, il sent tellement la sueur que j'ai vraiment du mal à... Bah oui, mais parce qu'il n'est pas rentré chez lui, donc il n'a pas son déo. Enfin, comment tout ça, ça peut régler ou dérégler justement les rapports entre les gens, et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment où il y a une espèce de table rase, c'est-à-dire comment on s'aime, comment on se parle, comment on construit un projet ensemble, comment on a envie de cette mini-société ensemble, etc. Donc ça, c'est pas un travail de journaliste, ça. C'est-à-dire c'est un travail de description, et donc c'est là où c'est du roman, c'est-à-dire que il faut aimer décrire ces corps en mouvement, il faut les aimer avec toutes leurs impuretés, c'est-à-dire celui qui à un moment réfléchit au discours qu'il va faire contre le secrétaire d'État et puis qui ensuite passe à sa fille qui est adolescente et qui lui mène une vie d'enfer, etc. Mais oui, mais on est fait avec ça, c'est-à-dire que si ça se trouve, sa colère contre le secrétaire d'État, c'est en fait, elle est nourrie par la colère qu'il éprouve vis-à-vis de sa fille. Enfin, on n'est que dans des trucs impurs comme ça. Mais des fois, sur la base de plein de malentendus, on arrive à créer de la joie. Mais ces descriptions, Arnaud Bertina, elles sont le fruit purement d'une intuition imaginaire, ou est-ce le fruit réellement d'immersion dans des zones pré-insurrectionnelles comme ça, qui vous auraient permis de glaner in situ des modes de relations humaines qui vous semblaient être très importants dans la description de ce que peuvent et devraient être des luttes? Mais non, l'imagination, ça vient jamais de nulle part, c'est-à-dire on écrit toujours avec ce qu'on est, avec les expériences qu'on a pu avoir. Ensuite, c'est juste une affaire des fois de transposition, c'est-à-dire mon expérience des manifs, mon expérience du monde associatif avec les réfugiés, mon expérience de la
fête quand la France gagne le championnat d'Europe de foot. Enfin, tout ça, en fait, ça vient nourrir ça concrètement. J'ai pas fait d'enquête, je suis pas allé dans un abattoir parce que depuis une dizaine d'années, c'est très très compliqué de rentrer dans les abattoirs parce qu'ils veulent surtout pas qu'il y ait de caméras cachées, qu'il y ait de photographies, etc. Donc ça, je l'ai pas fait. J'ai rencontré d'autres ouvriers en grève, pas ceux-là, pas ceux qui travaillent dans les abattoirs. Et en fait, à partir de toute cette base-là, ensuite, je tire des fils. Donc, ce sont des choses que j'invente. Par exemple, l'histoire des détergents, je l'invente, mais en vrai, je suis sûr que c'est vrai. C'est-à-dire, je suis sûr que oui, pour éviter toutes les bactéries, je suis sûr qu'il y a quantité de produits et tout ça. Là, moi, je décris d'une certaine manière, et c'est peut-être d'une autre manière, mais je sais très bien que ça fait partie du décor des abattoirs. Avant de faire une pause en vous invitant à lire un passage de votre roman, une dernière question sur la question de la conception festive, de l'énergie. Je reviens un petit peu à mes questions précédentes sur la question, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un changement de paradigme aussi de la lutte insurrectionnelle, de la lutte révolutionnaire entre, pour être rapide, tout ce qui est issu des mouvements communistes comme la CGTFO et les nouveaux mouvements, je ne sais pas comment dire ça, mais plus spontanéistes, plus actionnistes viennois, plus qui finalement s'autogénèrent et entraînent des relations avec d'ailleurs des échanges artistiques et psychologiques beaucoup plus importantes qu'avant. Je ne pense pas que ce soit neuf. Je pense qu'à chaque époque, ce combat-là se rejoue. C'est-à-dire entre des gens qui veulent asseoir les choses parce que ça bouge trop vite, et puis ceux qui au contraire veulent accélérer, veulent nourrir le mouvement. Je veux dire, dans toute l'histoire, même si on en reste à l'histoire européenne, l'histoire des luttes européennes au XXe siècle, il y a toujours eu ces deux temps-là, tout le temps, mais en même temps. C'est-à-dire, c'est pas oh tiens, on était englué dans des vieilles formes de militantisme, et puis maintenant il y a des nouveaux mouvements qui apparaissent. Non, je veux dire, même si on revient qu'à mai 68, par exemple, la manière qu'a eu le PC, la CGT de condamner les gauchistes qui étaient complètement désorganisés, etc., bon ben voilà, ça rejoue les mêmes choses qu'aujourd'hui. Donc moi, cette dimension de fête qu'il y a dans le livre, j'y crois énormément. Pourquoi? Parce que c'est toujours ce qui se passe dès qu'il y a quelque chose de spontané qui arrive. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de spontané, c'est quelque chose de joyeux. C'est toujours vécu comme quelque chose de joyeux. Si vous regardez une manif normale, qui est organisée de manière normale, alors qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le char central avec la sono qui hurle, toujours les mêmes chansons, avec le type qui fait des discours et puis qui empêche tout le monde de se parler, de s'entendre. Et donc tous les gens qui suivent ce char, ensuite, sont complètement écrasés par le volume sonore et écrasés par le discours d'autorité. Et donc c'est plus joyeux, ça l'a peut-être même jamais été sous cette forme-là, quoi. On est heureux d'être ensemble, etc. Mais en vrai, c'est... Alors que si ensuite il y a une manif spontanée, une manif sauvage qui part de ce cortège-là, ou une manif sauvage qui part de nulle part, et il suffit d'être dedans pour se rendre compte à quel point c'est joyeux. C'est-à-dire qu'il y a des blagues qui... Mais c'est tout le temps le cas. Dès que c'est sauvage, c'est joyeux. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est très extérieur à la sphère politique, mais quand l'Italie a battu la France en finale de la Coupe du Monde de foot en 2006, évidemment, il y avait plein de journalistes en Italie, dans toutes les villes d'Italie, pour enregistrer la réaction des gens. Et à un moment, il y a un type qui se pointe devant la caméra et qui hurle à la journaliste. Alors, je ne vais pas hurler là dans le groupe, mais il hurle à la journaliste. Et maintenant qu'il nous rende la Joconde. Mais c'est génial. C'est un niveau de blague mais magnifique. Parce que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et en même temps, on se dit, putain, le mec, ça fait 500 ans qu'il rumine le fait qu'on n'a pas rendu la Joconde. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Et bien en fait, ça, il n'y a que dans un contexte de manif spontané, comme là, le fait de descendre pour fêter la victoire, ou de manif sauvage, que tout d'un coup, cet humour-là peut s'exprimer. Et c'est pas un humour gras, c'est pas un humour lourd, c'est au contraire, c'est incroyablement vif et léger. Autour des manifs de la loi travail numéro 1, et qui ont pris la suite de Nuit debout, tout ce qu'il y a eu comme tag et comme graffiti dans Paris, mais c'est valable aussi à Rennes où il y a eu tellement de manifs, c'est valable aussi à Nantes, etc. Mais l'humour et l'intelligence des blagues qui étaient faites dans ces graffitis-là, c'est juste, à chaque fois, c'est des bonbons.
Par exemple, boulevard du Montparnasse, le jour où il y a eu le pseudo-incident à l'hôpital Necker, juste après l'hôpital Necker, il y a l'Institut des aveugles Valentin Huy, et c'est un long mur, un style de porte. C'est déjà mieux que de dire aveugle, mais bon. Et là, c'était genre vers le 10 juin. Et donc, il y avait des espèces d'imbéciles de chroniqueurs éditorialistes à la télé qui disaient « Oh, mais quand même, ça va perturber le bac, on sait qu'il y a beaucoup de lycéens dans ces manifs, etc. » Et ben, il y a quelqu'un qui a tagué en énorme « On révise juste notre philo. » Pas mal. C'est magnifique. C'est magnifique d'à propos et de finesse et de blagues et de... et ça, c'était fait par les casseurs, hein, c'était le cortège de tête, donc des types qui font peur, soi-disant, à tout le monde dans les médias, et en fait, ils font cette blague-là. Ou alors un truc magnifique, vous savez qu'ils s'en prenaient aux banques et aux publicités. Et donc les sucettes de co, elles ont toutes été vandalisées, mais c'était pour une bonne raison, c'était une vraie cible, etc. Et ben, boulevard du Montparnasse, il y a une vieille librairie très connue qui s'appelle Chan. Et ben, sur le trottoir en face, mais exactement à la hauteur de Chan, il y avait une sucette de co. Et donc un type est arrivé avec son marteau, il a fait exploser la vitre. Elle est donc tombée en morceaux et ça en faisait beaucoup au sol. Et il a pris une bombe et puis il a écrit dessus 50 nuances de gris. Et c'est génial. Et le mec, il voit une librairie, il se dit ah tiens, je vais faire cette blague parce qu'il n'a pas pu la préparer. C'est pas possible, ça n'a pas de sens de la préparer ou de la faire ailleurs. Et là, tout d'un coup, il se dit ah, il y a une librairie, allons-y quoi. Donc j'imagine que la prochaine Coupe du Monde, si les Grecs gagnent contre les Anglais, le British Museum va être vidé. Bah écoutez, comme on était précisément dans la question de la fête, je vous invite à nous lire un passage qui est sans doute un peu l'acmé dionysiaque d'un grand moment festif de votre roman. Vous avez la fin. Non, l'acmé dionysiaque, c'est avec les majorettes. Ah oui, c'est vrai. À l'initiative un peu du secrétaire d'État, les salariés décident d'organiser un espèce de très grand pique-nique, comme ça se fait de temps en temps, justement des sortes de pique-niques en soutien aux grévistes, pour que ça constitue une caisse pour les familles des grévistes, etc. Là, évidemment, c'est bidon parce qu'ils en sont juste à la première semaine d'occupation, donc les familles ne sont pas encore étranglées financièrement. Mais c'est pour faire peur au pouvoir, pour faire peur au CRS, c'est-à-dire de leur montrer qu'il y a une désinvolture colossale chez eux et pas du tout l'inquiétude de ce... Donc ils organisent un vaste pique-nique aussi parce qu'ils ont tous les stocks de volailles qui ont été abattus et qu'il faut les écouler au risque de les perdre sinon. Et donc c'est à la fin du pique-nique. Au moins nous, on a les mômes. Pour s'occuper en effet, les enfants, qui ont toujours fini plus tôt, ont commencé à rassembler les os des cuisses et les pilons. Évidemment, la cintrée s'en est mêlée. Dès qu'elle peut ne pas être avec nous, ça a été certain, tu peux compter sur elle. Elle a distribué les ordres et ils sont devenus ses petits soldats en rigolant. Si c'est pas un sortilège, ça. Sylvie, c'est tout à fait le genre de personne sur qui les gosses jettent des cailloux. Mais là, non. Ils lui ont comme apporté leurs os. C'était comme ces cadeaux qu'on fait aux dieux ou aux ancêtres. Ils les déposaient à ses pieds. Elle leur parlait, mais comme à des oiseaux. J'aurais pu dire qu'elle était un peu bourrée, mais je sais qu'elle ne voit pas, alors quoi? Peu importe. Assez vite, ils n'ont pas suffi, ces os, et les trolls ont commencé à ramasser ceux des adultes qui avaient des carcasses complètes à leur donner. Et ils les déposaient au pied de Sylvie avec douceur, mais aussi désinvolture. C'était bizarre, ce truc. Mais dans le langage des gosses, ça ne veut rien dire du tout, cette désinvolture. C'est que des gestes en liberté. Et elle s'est vite trouvée encerclée par les carcasses. Les gamins étaient excités par ce qui était en train de se dessiner, et ils se sont mis à presser ceux qui mangeaient encore. On termine vite, il leur fallait de nouvelles carcasses. Ils nous les auraient presque ôtées de la bouche. Ils étaient sérieux, on n'a pas réussi à les calmer. Ils voyaient quelque chose. Pour certains, c'était même une fièvre. Sylvie, soulevée par le tas qui se formait à ses pieds, sous ses pieds. Sylvie presque portée par les os des bêtes, les cartilages, et la structure de cathédrale de toutes ces petites cages thoraciques que chacun venait de sucer, de dépioter à la recherche de la chair goûteuse. Et elle s'est retrouvée au sommet de ce monticule bizarre, d'os passés par toutes les bouches pour renforcer la vie de chacun. Vigie comme au devant d'un bateau, ou montée en haut du mât, les yeux exorbités par une vision qui était peut-être la même que celle des enfants, et peut-être une autre, qu'elle voyait en tout cas beaucoup apparemment, dans les carcasses, car elle semblait vouloir ne pas marcher dessus. Est-ce qu'elle craignait d'enfoncer leur cage thoracique
de leur écraser les ailes. C'est quoi le délire exactement? Ne pas leur faire mal? Pierrick Pédron et les autres jouaient encore. Sylvie pouvait donner l'impression de singer les majorettes. Les premiers sourires s'effacent, car il est clair qu'elle ne les imite pas, qu'elle ne s'en moque pas non plus. Elle garde sa blouse. On voit donc que ses pieds nus, c'est captivant pourtant. Il continue, ses pieds, de vouloir éviter les carcasses. Mais ce n'est plus possible, elle en a déjà sous elle 7 magistrates. Et les gamins continuent d'écumer le parking pour que l'ossuaire pyramide s'élève encore. Et elle avec, qui ne pose ses pieds que sur un tas de braise en quelque sorte. Et ses pieds dansent tellement qu'ils attisent un ancien feu, lui redonnant de la vigueur. Ou aux poulets eux-mêmes, les convoquer, les faire se redresser, les ramener à la vie. Il y a encore la musique, les phrases du saxophone qui font des volutes de notes, de longues guirlandes de notes liquides ou hérissées dégringolant de haut, et ça remonte encore plus haut, des notes de musique emportées comme des étourneaux pris dans un dessin, et elle danse, elle, comme pour convoquer. Elle serait chamane, elle accompagnerait les âmes, la musique ensorcelante de Pierrick Pédron. Elle organiserait le passage de la mort vers la vie, après avoir facilité le passage de la vie vers la mort, des poulets. Et on comprend tous un peu pourquoi c'est elle, parmi nous, parmi tous les collègues qui se retrouvent choisis par les enfants pour cette cérémonie. Il y a 6 mois, la médecine du travail lui a prescrit un mois d'arrêt, à faire toujours le même geste, arracher les cuisses et les pilons, à la cadence de plusieurs centaines par heure. Elle s'est démolie l'épaule, elle ne pouvait plus bouger son bras. TMS. Et je comprends tout. Qu'elle est là pour porter l'âme des poulets dans les méandres de l'ossuaire, qu'ils trouvent la sortie, pour que la beauté de sa danse soit la chose avec laquelle ils partiront, les poulets, une sorte de souvenir de leur séjour sur Terre. C'est asiatique ou africain ce qu'elle est en train de faire. Autrement, ces âmes reviendront laides et en colère, dans d'autres corps, qu'elles enlaidiront, qu'elles rendront amères. Et Sylvie est bien placée pour savoir qu'elle doit les respecter, car après avoir démantibulé plusieurs milliers de poulets, ils se sont vengés, ils lui ont niqué la clavicule et l'avant-bras, les muscles, les articulations. Elle n'était plus capable de rien. Ce que tu fais au poulet, le poulet te le fera. Voilà ce qu'elle danse. Et pourquoi? Tout en étant au sommet du monticule, il ne s'effondre pas. Parce que les poulets morts l'écoutent sans ressentir son poids. Parce qu'elle danse comme un chrétien parlant au lion romain qui l'écoute sans plus vouloir le dévorer. Et on est tous fascinés par la musique, par la beauté des majorettes, et par l'étrange splendeur sexuelle de la grosse Sylvie qui danse avec ses pieds comme si c'était des flammes. Bravo. C'est un moment exceptionnellement fort de votre roman, et d'autant plus que c'est sans doute peut-être le rare moment, c'était le seul moment où dans cette communion plus ou moins réussie, plus ou moins avortée entre protagonistes, on a cette scène où la communion devient quasiment avec une dimension spirituelle, avec une dimension vraiment oui, spirituelle, chamanique, mais on a l'impression que cette petite histoire tout à fait locale est prise, aspirée dans la grande histoire du tout. Et ça forme quelque chose d'extrêmement fort. Vous citiez juste avant le passage des majorettes. Je vous dis, c'est à se bidonner, quoi. Lors évidemment de la séquestration, il y a toujours des relations avec l'extérieur parce qu'il faut bien être ravitaillé, il faut bien avoir de la nourriture. Donc Arnaud Bertina arrive à trouver plusieurs subterfuges, notamment un moment aussi hilarant où pour transférer des volailles à l'intérieur de l'usine qui est encerclée par les CRS, il a une des personnes qui soutient le mouvement a recours à une sorte de mini montgolfière pilotée par un drone auquel est accroché des cages de volailles. C'est vraiment très bon. Et donc l'autre passage des majorettes, c'est une salariée qui n'avait pas, pour des raisons XY, souhaité rester lors de la séquestration, prise de remords ou pas, d'ailleurs en tout cas aspirée par ce désir de communier à un moment exceptionnel, revient avec toute son équipe de majorettes. Donc ça va donner lieu à des tractations hyper complexes avec la préfecture, les CRS qui ne souhaitent pas la laisser entrer, et ça va donner
ça va donner quelques pages succulentes où les majorettes deviennent quasiment autonomes et décident de finalement trouver pas de se moquer de la police, mais en tout cas de trouver des biais pour contredire la police et les CRS, et ça donne vraiment un moment très bon. Avant de laisser la parole au public, Arnaud Bertina, une question précise. Qui vous a inspiré le personnage de Mondeville, si d'aventure quelqu'un l'a inspiré, mais quand même certaines descriptions a pu mettre la puce à l'oreille de certains lecteurs. Non, en vrai, il est fait de au moins 4 ou 5 hommes politiques différents. Évidemment, Mondeville, Montebourg, bon, c'est... Il y a une proximité lexicale. Ouais. Mais en vrai, il y a très peu de Montebourg là-dedans. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire par exemple, à un moment, j'avais très envie d'essayer de rencontrer Martin Hirsch, qui avait travaillé dans un des gouvernements de Sarkozy, parce que Martin Hirsch était plutôt étiqueté à gauche et venant de la société civile, et en même temps avec une vraie ambition, puisque c'est lui qui a mis en place le RSA. Voilà, je me disais, tiens, lui, c'est un peu le type de personnage que j'imagine. J'ai eu la flemme un jour, j'étais dans le train, il était juste devant moi. Mais simplement, il était avec sa femme, il partait en week-end et j'ai pas osé le déranger. Alors, je me suis dit, c'est un peu con parce que là, je l'avais vraiment... Il y a un peu de Luc Châtel, qui était que plus personne ne connaît, qui était ministre de Sarkozy pour l'éducation nationale, à un moment, une porte-parole du gouvernement, à qui il est arrivé un drame domestique. Et donc voilà, je me suis inspiré de ça aussi. Enfin, vous voyez, il est vraiment, en vrai, il n'a pas de modèle clair. Et vraiment, avant de donner la parole au public, une dernière question. Est-ce qu'on peut entrer en politique, comme on disait, entrer dans les ordres? Peut-on durer en politique sans se renier? C'est-à-dire, les personnages dans le cas de Pascal Mondeville, qui a précisément connu un échec, un drame familial, qui se retrouve dans un gouvernement où il a beaucoup de mal à faire passer sa perception économique, donc qui est toujours dans un jeu extrêmement serré. Toute la question, c'est jusqu'où doit-on aller quand on a des convictions, jusqu'à où doit-on même se renier pour arriver à l'objectif qui est le triomphe de ses idées? C'est une vaste question et qui me dépasse beaucoup, même si c'est ce que j'essaye de décrire dans le livre, c'est-à-dire d'essayer de décrire les mécanismes à la fois d'opposition au mouvement et puis en même temps aussi le besoin nécessaire du mouvement. Moi, si vous me demandez vraiment mon avis, moi en vrai je ne crois pas que les choses puissent changer vraiment aujourd'hui sans une révolution. C'est-à-dire, je ne crois absolument plus au vote, mais j'ai voté pendant 20 ans à toutes les élections, je n'y crois absolument plus. Et je pense effectivement que même les gens les plus intègres, quand ils sont pris dans la voie, c'est ce qui s'est passé avec Syriza en Grèce, c'est ce qui s'est passé en Espagne avec Podemos, quand ils décident de laisser de côté un peu l'option révolutionnaire et de faire plutôt le jeu de la démocratie telle qu'elle se pratique aujourd'hui en Europe, c'est aller à l'échafaud. Enfin, c'est ce qui s'est passé là sur les 10 dernières années. Mais ça, c'est juste mon point de vue, c'est-à-dire quand je vois qu'il n'y a que 50 000 personnes qui manifestent contre la loi travail 2, je dis mais... Il va raconter une histoire privée, mais avec une personne qui est un éminent politique que je connais bien, et dont je dirai évidemment le nom, et qui était en poste et sur la culture, et ils m'ont dit mais au final tu n'as pas fait grand-chose. Et il m'avait répondu, il m'avait dit c'est vrai Nicolas, mais je ne pouvais rien faire parce que je ne pouvais pas faire. Et c'est ça qui est horrible, on a l'impression que la structuration de la décision politique est de plus en plus sclérosée et sclérosante. Alors ça, ça j'ai quand même un peu des doutes en fait. C'est-à-dire que je pense que il y a quand même en fait il y a une forme de lâcheté colossale à... C'est-à-dire, tous
tous les hommes politiques qui répondent je ne pouvais rien faire, mais il fallait pas être candidat alors. C'est-à-dire, je veux dire, dans ce cas-là, tu deviens collabo d'un truc. Qu'est-ce qu'ils espéraient pouvoir Oui, mais quand on voit, pardon, là je vais pas faire de politique, c'est pas ça, mais quand on voit François Ruffin, je sais pas si vous suivez un peu ses interventions à l'Assemblée nationale, mais c'est incroyable ce qu'il fait. En termes de quantité de travail abattu et en termes d'audace dans la prise de parole, c'est incroyable. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font les 540 autres et pas simplement ceux de maintenant, mais depuis 30 ans, qu'est-ce qu'ils font les autres? La prochaine question parlementaire posée par Arnaud Bertina, attention. Non, mais encore une fois, vraiment, je ne veux pas faire de la polémique, je ne veux pas dire est-ce que François Ruffin il est bien ou pas, mais il bosse et quand il a toujours ce mot, quand la représentation nationale est malmenée en commission, il s'emporte. Donc c'est bien qu'il y a une marge de manœuvre en fait. Et les autres s'assoient et s'endorment sur leur marge de manœuvre en permanence. Donc quand même, mais ce que je veux dire c'est que... Et ensuite il faut aussi avoir de l'imagination. Il y a des milliers de choses à inventer, même quand il n'y a pas d'argent, il y a des milliers de choses à inventer. Il y a des choses à déverrouiller, il y a des choses qui sont possibles. Mais ce que je voulais dire c'est que là par exemple, là, en Creuse, mais encore une fois, là c'est pareil, je ne fais pas de la politique en disant ça, parce que par exemple, la question de qu'est-ce qu'il faut inventer, c'est une question qui concerne la littérature, c'est-à-dire en Creuse, l'usine était prospère jusqu'en 1995, aucun problème, 600 employés, un travail énorme, etc. Et puis là arrive une nouvelle génération de patrons via les fonds de pension, etc. Et qui en fait n'ont plus qu'un seul réflexe, c'est de siphonner la trésorerie. Et donc, par exemple, en 2003-2004, arrivent 3 nouveaux dirigeants, 2 hommes et une femme. Et qu'est-ce qu'ils font? Une des premières mesures qu'ils prennent, c'est, en rachetant l'usine, c'est de dissocier en fait la partie production et les murs. Donc, ils créent une SCI immobilière, dont ils sont tous les 3 les actionnaires. Une SCI qui va tout d'un coup exiger à l'usine un loyer. 42 000 € de loyer par mois. 500 000 € sur une année. Mais à ce rythme-là, tout d'un coup, donc ça veut dire que l'usine doit dégager 500 000 € de bénéfices supplémentaires pour ne pas se ressentir de ce vol-là. Et bien, la stupeur des salariés de l'usine qui savent que tous les emplois perdus, c'est-à-dire les 500 emplois perdus, c'est à cause de ça, leur stupeur, c'est de dire, mais comment ça se fait que c'est légal? Or, c'est légal. Le montage qu'ils avaient fait est légal. Pardon, mais c'est révoltant. C'est ignoble. Et donc moi, pourquoi j'écris? Moi je suis romancier, je ne suis pas homme politique, mais pourquoi j'écris? Mais parce que ça me choque tellement, ça humainement. Et en fait, souvent, en amont de l'écriture, ce qu'il y a, c'est pas des grandes théories sur le monde, etc., ou c'est pas la capacité d'écrire des alexandrins. C'est d'abord parce que on est choqué, ému par le fait que la vie puisse à un moment être humiliée comme ça. La vie au sens général, c'est-à-dire les gens qui vont se retrouver au chômage, ceux qui vont se suicider, ceux qui m'avouent qu'ils sont blindés d'antidépresseurs, etc., etc. Et tout d'un coup, on se dit, mais bon sang, il y a une telle disponibilité chez les gens pour, au contraire, la solidarité, l'accueil, l'envie de fabriquer ensemble. Et non, tout ça, c'est piétiné. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça l'a toujours été. Mais résultat, une des réponses de la littérature, c'est d'essayer avec ça d'abord de fabriquer une forme de compassion, mais pas être que dans la compassion, parce que les gens ne sont jamais uniquement victimes, aussi de fabriquer de la joie avec ça, de fabriquer de l'énergie. Pour moi, le but de ce roman-là, c'est que les gens en sortent encore plus en colère. C'est pas de dire ah ben en fait toute révolte est impossible. Non, pour moi, même l'événement final, c'est pour au contraire augmenter les résultats. Le journaliste avait tout le temps parlé de licenciement dans ces questions. Et l'autre lui avait tout le temps répondu avec le mot séparation. Mais non, Coco, pardon, mais je ne me suis pas séparé de mon entreprise, j'ai été vidé, c'est pas du tout pareil. Mais sauf que là, c'est pareil, on imaginait un brainstorming derrière, disant bon, on va éviter le mot licenciement, c'est un peu chaud, on va utiliser un truc très très anodin, etc. Donc vous voyez, c'est pas de la politique, c'est des questions littéraires. Un peu comme si on s'était séparés par consentement mutuel. Oui, mais c'est ça, c'est exactement. Pour rebondir à ce que vous disiez sur Macron, il dit qu'il supprime la pénibilité, mais c'est le roi élu quand même, il ne lui appartient pas ce mot-là. Il ne peut pas décider de supprimer, c'est quand même assez mégalo. Quoi. Ah, c'est très très. Et puis ça n'enlèvera pas le réel, même si ça enlève une prise. C'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, on peut trouver ça mégalo et un peu dérisoire. En vrai, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de journalistes qui vont emboîter le pas
de ça, de manière pas obligatoirement consciente. Hein, mais par exemple, je me suis rendu compte en l'utilisant moi pour la première fois, je me suis rendu compte que maintenant on ne dit plus indemnité de licenciement, on dit prime de licenciement. Et c'est moi, en l'utilisant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de dire? Mais c'est invraisemblable. Mais ça, si moi je le dis, c'est pas parce que j'ai entendu un membre du gouvernement le dire, c'est parce qu'il y a des journalistes qui l'ont dit. Quand c'est un membre du gouvernement, je suis hyper en alerte, je fais gaffe à ce qui est dit. Les journalistes, c'est un fond, à la radio, à la télé, c'est un fond. Et donc, résultat, ça passe en nous sans qu'on fasse gaffe. Donc, c'est pas si anodin que ça. J'avais une question. C'était concernant le lieu. Enfin, vous dites la lutte, etc. C'est pas quelque chose de pur, le présent, etc. Mais le fait d'avoir choisi un abattoir, c'est quand même pas c'est pas la même chose que de fabriquer de mettre des petites boîtes ou voilà. Donc pourquoi ça a joué, quoi? Il y a une scène en fait qui explique un petit peu ce choix-là. Il dit que c'est-à-dire en politique il y a des combats un peu nobles et un peu grandioses. Donc par exemple si on dit je vais sauver l'industrie automobile, ça a de la gueule. Par contre si on dit je vais sauver un abattoir de volailles, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a cette scène où il rentre chez lui et sa femme a une réaction de rejet parce qu'il pue la volaille froide. Donc, mais il se dit, lui, bon bah d'accord, j'aurais aimé un truc un peu plus grandiose, un peu plus planétaire, mais en fait, c'est aussi la vie des gens, et donc je dois sauver aussi ces gens-là, même si c'est pas le combat le plus... c'est-à-dire quand je vais me pointer au Conseil des ministres, ils vont tous se moquer de moi parce que je m'occupe d'un abattoir de volailles. Il y avait ce truc-là, mais il y a évidemment aussi à l'horizon de la question animale. Alors, je ne voulais pas la traiter, elle est beaucoup traitée en ce moment dans la littérature française, mais ce n'est pas mon sujet principal. Mon sujet principal, là, effectivement, c'est plutôt la question sociale. Sauf que maintenant, par la grâce de plein de chercheurs, plein de gens qui écrivent sur ça, on sait qu'il ne faut pas faire de barrière entre les deux et que les deux sont évidemment liés. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un abattoir de volailles et que, en fait, grosso modo, votre travail quotidien, c'est de tuer même des poules. Oui, c'est ultra violent. Et donc les gens se blindent, mais en vrai, on ne peut pas se blinder. C'est-à-dire que toute la journée, on donne la mort. Et obligatoirement, au bout d'un moment, dans des conditions telles que le parallèle avec leur propre situation devient évident. C'est-à-dire ce que moi je fais à l'animal, c'est aussi ce que me fait le système global. C'est-à-dire il me jette de la même manière, il est aussi indifférent que moi je suis obligé d'être indifférent aux volailles que j'étripe, etc. Donc voilà, mettre à l'horizon la question animale, c'était aussi important pour décrire le désarroi de ces gens-là. Et puis pour décrire aussi le désir à un moment de plus être dans cette violence sociale-là, mais d'essayer de fabriquer des structures collectives, amicales, amoureuses, qui permettent d'éloigner cette violence permanente. Et on peut prolonger en effet votre question, madame, par ce qui s'est passé précisément à Châteaulin, c'est-à-dire qui inspire donc le lieu de votre roman. Le 24 ou 25 septembre dernier, donc il y a très peu de temps, il y a eu une manifestation végane devant l'abattoir d'Oux qui se trouve à Châteaulin et qui a dégénéré. Évidemment, donc, les véganes dénonçant les conditions d'extermination, c'est le lexique employé, la cadence, les mauvaises conditions sur la chair animale. Et pourquoi ça a dégénéré? Non pas que les véganes se seraient battus avec le CRS, mais parce qu'il y a eu plusieurs producteurs qui achalandent les abattoirs d'Oux, qui sont venus pour en découdre avec les véganes, pour qu'on ne casse pas leurs emplois. Donc il y a énormément de dimensions entre la dimension affectivo-psycho-spirituelle, voire des véganes, et les producteurs locaux qui disaient « ouais, mais bon, nous aussi, on bouffe aussi, on a des traites à rembourser aux banques, etc. » On se rend compte de la multidimensionnalité d'un pareil épisode. Arnaud Bertina, est-ce que je peux vous demander, si vous avez encore le courage, vous pouvez dire non, une dernière lecture. Mais en fait, l'ensemble des questions qui viennent d'être posées m'ont fait penser à un passage que j'apprécie beaucoup et qui illustre un peu cet ensemble. C'est page 32, j'ai coché en vert. Qui est le passage de Pascal Mondil par rapport, mais qui je trouve fait caisse de résonance avec le précédent échange. Mais elle date aussi d'avant, cette solitude, je le sais. Quand je suis rentré chez moi, après la première visite à l'abattoir, Mélanie nous avait servi 2 verres, parce qu'on aimait être ensemble dans la cuisine, on y avait porté un petit canapé de salon. Et je lui ai parlé de ce nouveau dossier, et elle a fait une drôle de tête dans son dos.
C'était une grimace, presque un haut le cœur. J'aurais aimé qu'elle dépasse son dégoût commun, bizarre, de la volaille morte, son odeur et sa chair, celle du poulet cru, déplumé, froide et flasque. Je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça méchant ou exagéré. Je ne lui demandais pas de farcir un chapon. Est-ce qu'elle venait de m'imaginer en train de rentrer le soir avec sur moi l'odeur des 1000 poulets abattus le temps de ma visite, ou être obligée de m'accompagner? Est-ce qu'elle a imaginé qu'elle ne pourrait plus me toucher de peur que quelque chose de ces poulets passe à ma propre peau? Elle était assez chamane. Elle était assez chamane ou assez bizarre pour que des visions comme ça s'imposent à elle. Mais je suis de gauche, donc j'y vais. Je le lui dis, malgré ce haut le cœur. Je t'aime et je suis de gauche. La politique n'a rien à voir avec la noblesse. Je me redis que ce sont des problèmes de boîte aux lettres, de cage d'escalier, de trottoir nickel. Je ne défends pas les patrons qui ont poussé l'entreprise dans le mur. Je n'aide pas les Qataris à transformer la barbaque en pognon. Je veux sauver des milliers de petits salaires. D'autant plus que le contexte est chaud bouillant. Plusieurs foyers n'ont pas débouché sur des incendies. En Espagne notamment, lorsque les indignés ont tenu la rue pendant 3 mois à Puerta del Sol. La Grèce contre toute l'Europe, la chemise du DRH d'Air France. En sauvant 1000 emplois ici et 300 ailleurs, je fais beaucoup plus que sauver de l'emploi. Je maintiens en vie le seuil minimal de confiance dans le gouvernement, qui n'est pas assez inquiet. Ça va péter, il faut qu'on se bouge, il faut tenter plus de choses, autrement ça va péter. Si c'est pas cet après-midi, ce sera demain, ça va péter. Je crois qu'on peut finir cette rencontre par cette... Arnaud Bertina, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et Arnaud Bertina est disponible pour tous ceux qui le souhaitent pour dédicacer son ouvrage « Des châteaux qui brûlent ». Merci à tous pour votre présence.